beaucoup, Madame la députée. Merci, Sandra Marceau. Il me revient donc d'ouvrir nos débats par un petit retour sur le premier Tour de France des territoires pilotes que nous avons retenu sur cette session du programme. Tour de France que nous avons effectué avec Roland Mouchel-Blaiseau au début du mois de février, entre deux confinements sans doute. En tout cas, on a pu faire le tour des 7 territoires pilotes retenus, 7 agglomérations, je le précise, puisque nous sommes inscrits dans le programme Action Cœur de Ville, qui vise notamment à revitaliser les villes-centres et les cœurs de ville-centres. Mais ce programme sur la sobriété foncière s'adresse vraiment au territoire intercommunal. C'est ainsi que les candidatures ont été présentées, vous le savez bien. Et pourquoi il est important de se poser ces questions à l'échelle intercommunale? Bien entendu, c'est parce qu'il ne suffit pas de revitaliser le cœur de ville, il faut comprendre comment se joue l'interaction entre ou l'articulation entre des programmes qui peuvent se développer en périphérie et ceux qui se développent parfois plus difficilement dans les cœurs de ville. Le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, rapidement, c'est un service interministériel dédié à la recherche et à l'expérimentation. Alors, ça fait parfois un peu peur de dire qu'on fait de la recherche, on fait plutôt de la recherche-action, on fait travailler en fait un certain nombre de chercheurs avec des professionnels et des élus, notamment des urbanistes, mais aussi des sociologues, parfois des économistes ou des politistes, comme on dit aujourd'hui, des géographes, dans l'idée d'éclairer un petit peu les politiques publiques réellement en les situant dans le territoire. Et c'est vraiment le sens de notre activité. C'est pour ça qu'on vient dans ce programme Action Cœur de Ville en appui, c'est que notre philosophie, c'est d'apprendre des territoires, de comprendre ce qui s'y joue, pour faire remonter au niveau national, puisque nous sommes un service rattaché aux administrations centrales, ce qui s'y joue et ce qui s'y passe au sens de la capacité réelle à appliquer des normes, des réglementations qui parfois sont plus ou moins bien adaptées à la réalité des territoires. Voilà un peu le sens de cette démarche du programme donc, des territoires pilotes de sobriété foncière et du cercle de pionniers que nous avons choisi de former à partir de l'ensemble des candidatures au programme. C'est pour ça que vous êtes 25 collectivités, en plus des opérateurs partenaires, à être aujourd'hui invités, puisque nous avons été vraiment impressionnés par la qualité des dossiers que vous nous avez remis et surtout votre capacité à montrer que déjà l'engagement était en place. Et Pierre Jarrier nous le confirmera tout à l'heure, et c'est aussi ce que disait Sandra Marceau. Nous sommes convaincus, nous qui observons beaucoup par le terrain ce qui se joue sur l'urbanisme et l'aménagement, convaincus que les engagements pour la lutte contre l'artificialisation, contre l'étalement urbain sont déjà très présents, à la fois dans les documents d'urbanisme, ça a été dit, mais aussi dans les projets. Et c'est un peu l'objectif de ce cercle que de le montrer. Alors, il prend une acuité particulière en ce moment, compte tenu des débats parlementaires, mais en fait, c'est aussi un cycle long dans lequel on s'inscrit, qui est lié aux crises importantes auxquelles tous les décideurs et pouvoirs publics sont confrontés et qui interrogent les modèles d'aménagement. Évidemment, les événements climatiques et l'érosion de la biodiversité qui s'accélèrent, les mouvements aussi sociaux liés à ce qu'on peut appeler cette France périphérique, périurbaine, qu'on a connue ces dernières années, qui interroge aussi le modèle de l'aménagement périurbain, du recours indispensable à la voiture, qui est encouragé, y compris par l'État depuis des décennies, et qui se confronte à cet enjeu de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, la désindustrialisation massive qui a allongé les distances à parcourir entre domicile, travail, activité, loisirs, et créé, vous en êtes les témoins, d'immenses friches, en particulier dans les villes moyennes qui souvent étaient des territoires d'industrie, et puis la crise sanitaire depuis un an que nous vivons aujourd'hui et qui réinterroge à nouveau notre relation au logement, au quartier, à la ville, à la nature, à la densité, au vivre ensemble, et qui, par ailleurs, semble donner peut-être une nouvelle attractivité à ces villes à taille humaine dont parlait Roland tout à l'heure. C'est donc vraiment un moment opportun, il nous a semblé, pour créer ce cercle des pionniers de la sobriété foncière et vous faire parler et débattre entre vous de ces modèles de développement plus résilients, plus respectueux des usages agricoles et naturels du sol, plus durables. Et ces projets, vous en avez à la fois l'ambition et l'expérience. Et autour de la table de ce cercle, je le disais, il y a les élus des 25 territoires candidats au programme, mais aussi
un grand nombre d'opérateurs qui peuvent être notamment des établissements publics fonciers, aussi des opérateurs de l'État, je pense aux partenaires du programme Action Cœur de Ville, Action Logement, Banque des Territoires, ANA, également des SEM ou des sociétés publiques locales, dont en fait les outils sont ceux de l'aménagement durable et de la lutte contre l'étalement. Et c'est pour ça qu'il est pour nous très important d'arriver à faire que ce cercle vive à la fois de la parole des élus, du vécu des territoires et de la capacité de ces opérateurs et des outils qu'on met en place à développer ces projets innovants et sobres en foncier. Ce cercle, en fait, sera le témoin de ce qu'il est possible de réaliser quand on considère que le tissu urbain existant est la première ressource de la ville de demain. Et qu'on peut finalement décorréler le développement économique urbain et la consommation d'espace, qui depuis plusieurs décennies, même quand la population n'augmente pas, s'est révélé difficile à contenir. Il s'appuiera sur vos expériences, alors celles des 7 pilotes que nous accompagnerons, les 7 premiers pilotes que nous accompagnerons pendant 3 ans, c'est ceux qui apparaissent ici en turquoise à l'écran, qui seront accompagnés, observés, racontés, on va dire, pendant 3 ans autour de quelques sites démonstrateurs. Mais on s'appuiera également dans ce cercle sur l'ensemble des expériences et des projets et des ambitions des 25 territoires du cercle, afin que ça nourrisse des échanges utiles entre vous. Le cercle sera animé par Pierre Jarlier, qui est parmi nous et qui s'exprimera tout à l'heure, que vous connaissez sans doute puisqu'il a beaucoup œuvré dans les associations d'élus, ancien sénateur, maire de Saint-Flour, qui a beaucoup travaillé sur la revitalisation des centres-bourgs et l'ensemble des dispositifs en fait, de requalification urbaine qui se sont fait jour depuis quelques années et qui donc sera l'animateur de ce cercle et aussi votre conseil au sein de ce cercle autour de questionnements spécifiques sur tel ou tel outil à mobiliser. Il le précisera tout à l'heure. Il est placé pour ce faire auprès du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Vive le Breton, qui l'a mandaté à cette fin, et il travaillera également sur les petites villes de demain. Et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, puisque dans certaines des agglomérations pilotes, nous avons à la fois des villes Action Cœur de Ville, des villes-centres, et des villes petites villes de demain, labellisées par l'agence. Donc l'articulation entre les deux, et à l'échelle des SCOT et des PLUI, pourra être aussi l'objet de discussions avec Pierre. Nous allons débattre dans ce cercle de démonstrateurs de l'urbanisme circulaire. Donc, comme le disait Sandra Marceau, on s'est appuyé sur ce petit ouvrage qui vous sera adressé, rédigé par Sylvain Grisot, qui nous aide dans cette démarche et qui cherche à dire de manière très concrète qu'est-ce que c'est que intervenir sur le tissu urbain existant pour développer des projets nouveaux. C'est évidemment plus compliqué, c'est évidemment plus cher, c'est plus long, c'est plus difficile, on n'a pas toujours les opérateurs pour le faire, et c'est d'ailleurs aussi ce qui a été révélé dans nos échanges durant ce Tour de France, et c'est pourquoi ce programme vise aussi à déterminer quels sont les bons outils et les bons leviers pour agir. Un certain nombre d'entre eux existent déjà, vous les connaissez, mais on sera là aussi pour les mobiliser. Grâce au plan de relance, ça sera précisé en fin de réunion par les services du ministère de l'Urbanisme, mais vous connaissez le fonds Friche, doté d'une première tranche de 300 millions d'euros, pour lequel il y a déjà plus de 180 dossiers qui ont été déposés en France, et donc un fonds qui est amené à être renforcé au fil de l'eau en fonction des demandes, et je vous invite tous collectivement à vous adresser à vos administrations locales pour en bénéficier sur vos projets. Le fonds d'aide à la dépollution de l'ADEME, qui a été abondé également pour les friches polluées. Les outils cartographiques du CEREMA, notamment Cartofriche, mais aussi un outil en cours de développement qui s'appelle Urban Cellule, pour identifier tout le foncier disponible dans un territoire, qu'on devrait pouvoir déployer s'il est suffisamment prêt et disponible d'ici la fin de l'année sur les territoires pilotes pour aussi en faire un retour d'expérience. Et puis, il y a tous les outils d'accompagnement liés au ministère, sous sa tutelle ou sous celle des collectivités. Je pense notamment aux programmes partenariaux d'aménagement, qui sont des outils contractuels sur des projets, aux ateliers de territoire qui permettent d'avoir une réflexion spatiale sur un territoire en devenir. Et puis, les appels à projets Réinventons nos cœurs de ville qu'on a développés
depuis 2 ans maintenant en appui aussi à Action Cœur de Ville, dont certaines de vos villes d'ailleurs ont pu bénéficier, qui permettent de faire venir des investisseurs privés sur des friches urbaines ou des bâtiments emblématiques pour les reprendre avec des programmes innovants. Je le disais, les établissements publics fonciers et les sociétés d'aménagement local sont essentiels également. Elles sont autour de la table, à la fois des plateformes des 7 territoires pilotes et évidemment de ce cercle pionnier. Et l'Agence nationale de la cohésion des territoires avec ses partenaires Action Cœur de Ville, je les ai cités, Action Logement, la Banque des territoires, l'Agence nationale de l'habitat et l'ANRU, sont également des opérateurs importants de ce que nous on appelle ce recyclage urbain, d'autant plus qu'ils sont déjà investis dans la plupart des villes-centres d'Action Cœur de Ville. Le débat sur la loi climat, je ne reviendrai pas trop longtemps, mais pour le moment, il porte beaucoup sur la définition de l'artificialisation. Ce qu'on voudrait dire dans ce cercle, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de dire ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas, et d'opposer d'une certaine manière la nature et le développement urbain. On est convaincus, nous, qu'il faut construire, qu'il faut développer les villes, qu'il faut les adapter, en particulier à ces questions environnementales. Et donc, il faut arriver à faire converger ces 2 objectifs de la protection de la biodiversité et du développement urbain. Et c'est aussi ce qu'on essaie de démontrer à travers ce cercle et des solutions qui seront débattues entre nous et valorisées au travers de ce cercle des pionniers, c'est qu'il y a des opportunités de trouver des solutions concrètes et positives à cette convergence entre protection de la nature et développement urbain. Et c'est vraiment le centre des candidatures que vous avez déposées, puisque chacune de vos villes a un véritable projet de développement. Comme le dit Roland, ce serait un peu facile de tout sanctuariser et de dire bon, ben, je ne m'étale plus, mais je ne fais plus rien. Ce n'est pas du tout le cas de vos projets et de vos villes qui sont dans une dynamique de développement parfois intense, notamment pour les secteurs touristiques, et pour autant qui cherchent à limiter fortement l'étalement. Dans notre tour de France, enfin, si on peut dire, elle est assez modeste, des 7 territoires pilotes. Et au travers des dossiers que vous avez déposés, on a identifié, vous le savez sans doute mieux que moi, mais c'est intéressant de montrer à quel point il y a des similitudes entre les territoires sur ce point-là, un certain nombre de types de fonciers à mobiliser. Dans la présentation qu'on faisait au cours de ce tour de France, on parlait de fonciers invisibles, enfin, de passer du foncier visible au foncier invisible. L'idée de ce programme, c'est effectivement de ne pas mobiliser que ces grandes emprises identifiées depuis longtemps, mais qui sont tellement difficiles à développer, à redévelopper, à redynamiser, mais aussi de repérer dans le tissu urbain existant des opportunités peut-être plus rapides à mobiliser, qui peuvent faire levier, qui peuvent transformer l'image d'un quartier. Mais pour autant, on retrouve quand même dans la plupart de vos villes des friches industrielles les plus visibles, souvent ou parfois polluées, souvent remembrées, avec un patrimoine particulier, singulier, notamment des grandes halles ou des silos qui sont difficiles à réaffecter, sur lesquels il faut arriver à trouver les outils de la mobilisation peut-être progressive pour les réinventer dans de nouveaux usages. Je sais que vous êtes nombreux confrontés à leur requalification. En plus, ils sont bien souvent, on l'a constaté sur le terrain, dans des territoires de limite ou sur les berges de vos rivières, des fleuves et des littoraux, parce que c'est souvent là que les zones d'activité ont été construites, et donc avec un enjeu complémentaire de prise en compte de ces risques naturels. Et donc on voit bien à quel point, dès lors qu'on regarde ce tissu-là comme une ressource, on est confronté à plus de difficultés que si d'une certaine manière, on considère la terre agricole comme de la terre à bâtir et qu'on dépose dessus un certain nombre de programmes. Donc cette difficulté se fait jour. Il faudra trouver les outils financiers et les types de projets qui permettent de la lever. On a visité de ces sites à Épernay, Ville-Pilote, à Sète, notamment Frontignan, à Maubeuge, et le 18 mars à Charleville-Mézières, on sera confronté aussi à cette question. Et puis ces grandes emprises d'activités sont souvent devenues hybrides avec le temps, entre des activités productives, des activités commerciales, avec la disparition progressive de certains occupants, donc des semi-friches d'une certaine manière, un espace public qui n'a pas été pensé pour être partagé, la nécessité de les réinventer comme des morceaux de la ville. Et ces questions-là, on les retrouve notamment
dans la requalification finalement de ces grandes zones d'activité qui sont aussi de ressources en termes de sol de ville à réaménager, mais avec des difficultés particulières liées à ces infrastructures notamment. C'est le cas à Chambéry. Et puis vous héritez tous dans vos villes moyennes de quartiers de gare. C'est très frappant de voir, non seulement dans les 7 pilotes, mais aussi dans la plupart des dossiers des 18 autres candidats, le nombre de quartiers de gare. Alors parfois des gares désaffectées, parfois des gares encore en activité, comme à Poitiers, mais avec des quartiers entiers, paupérisés, souvent un peu détachés du cœur de ville, et dans lesquels cette fonction quand même importante de centralité doit retrouver son rôle. On a vu ces quartiers de gare à Épernay, à Louviers, à Draguignan, et je sais qu'il en existe un également à Charleville-Mézières. Et d'une certaine manière à Maubeuge, l'étape est franchie puisqu'on a visité le projet du quartier de la gare qui, lui, est en train de sortir de terre autour d'un programme de loisirs et autour de la jeunesse et d'un programme de loisirs pour toute l'agglomération. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir faire d'ouvrir en tout cas ce débat sur ceux qui ont fait, ceux qui sont en train de faire, ceux qui doivent faire et ceux qui réfléchissent à la manière de requalifier ces espaces. Vous avez aussi dans vos villes, dans vos agglomérations, des équipements publics qui sont souvent vides. Souvent d'ailleurs, la responsabilité de l'État peut être engagée, si je peux dire, puisqu'on a un certain nombre de bâtiments publics qui étaient ceux de l'État, qui ont été progressivement désaffectés. Mais aussi la Banque de France, de la Poste et certains bâtiments de gare. On voit bien que cette question de retrouver un usage à des équipements, soit qui ont été déplacés, soit qui ont été désaffectés, soit qui ont été fermés, et aussi une question qui vous touche beaucoup. On en reparlera dans la table ronde, mais on a visité par exemple une caserne de pompiers à Poitiers qui n'a plus d'usage. On a vu l'hôpital de Maubeuge qui va être déménagé d'ici la fin de l'année. Je sais que celui de Tarare est aussi concerné. L'ancien hôpital d'Autun, la gendarmerie de Louviers, le sanatorium de Dreux. On a comme ça partout en France ces équipements avec une forme architecturale très spécifique. Très liés à l'usage, en fait, sur lesquels se posent de grosses questions de requalification et de reconversion. Là aussi, on espère que ce cercle, ce programme nous permettront de donner à voir des solutions, d'y réfléchir ensemble et puis de les partager avec le plus grand nombre. On a à Saint-Brieuc un projet qui n'est pas dans un territoire pilote, un projet de l'ancienne clinique qui a fait l'objet d'une requalification qui peut-être pourrait être un modèle ou un exemple à suivre. Et puis, vous le savez bien, vos villes, vos villages aussi ont la nécessité d'adapter leur parc de logements, vacants ou anciens, à la fois des logements anciens, mais aussi parfois de trouver les clés de la densification de logements pavillonnaires, par exemple. C'est déjà le cas à Périgueux, où un programme de densification douce s'est mis en place dans le pavillonnaire avec et pour les habitants. Et ce sont des problématiques qu'on retrouve donc dans les villes-centres que vous représentez, mais aussi dans les petites villes, ou villages, ou bourgs, qui caractérisent vos agglomérations, et sur lesquels on cherchera aussi à identifier à la fois des leviers financiers, des opérateurs pertinents et des solutions architecturales, parce que souvent on est sur des quartiers très denses ou très anciens, et dont la qualité de construction pose question en termes de confort pour accueillir aujourd'hui des habitants. On a vu ça à Avise, près d'Épernay, on a Salerne ou Le Muy, près de Draguignan, qui ont des problématiques de ce type. Vous êtes donc, en vous engageant dans cette voie de la sobriété foncière, aux premières loges de la lutte contre l'étalement urbain, et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Et puis, vous avez aussi un rôle spécifique, je pense, autour de la requalification et de la valorisation du patrimoine architectural. Je tiens à insister sur ce point parce qu'on a énormément de bâtiments patrimoniaux, anciens ou industriels, dans les villes du programme Action Cœur de Ville. Les concours Réinventons ont permis pour certains de leur trouver un nouvel usage. C'est le cas à Cahors avec le palais de Via, un palais médiéval, qui vient d'être pris pour une opération hôtelière Paris-Cannes. On a visité avec la maire de Poitiers le palais des Ducs d'Aquitaine et son extraordinaire salle des Pas Perdus. Et on voit que des questions se posent aussi autour de la requalification des logements, de la reconstruction
à Louviers ou à Maubeuge. Donc on sera très attaché aussi à faire de ce sujet de la requalification du patrimoine, parfois considéré comme plus contraignant ou plus compliqué à réemployer, un des leviers finalement de la sobriété foncière. Parce que ce patrimoine, c'est à la fois votre histoire, votre géographie, l'histoire industrielle parfois, l'histoire architecturale aussi, et puis c'est la singularité finalement de vos villes qui pourrait donc ne pas se standardiser d'une certaine manière, comme on peut le constater dans les opérations urbaines des métropoles. C'est une force, à mon avis, à développer. Et donc, pour ne pas être plus longue, le cercle qu'on crée aujourd'hui, ce que Roland Mouchel-Blaiseau, la direction générale de l'urbanisme et moi-même souhaitons mettre en place, c'est vraiment un outil pour lever les obstacles qui aujourd'hui défavorisent le renouvellement urbain et donc laisse faire d'une certaine manière l'étalement. On observera et on décrira ces blocages qui peuvent être financiers, techniques, parfois fiscaux et parfois presque culturels. Je pense notamment au débat qu'il peut y avoir avec les architectes des bâtiments de France pour remettre sur le marché et donner à voir des opérations de requalification dont on sait qu'il faudra évidemment assurer l'équation financière et ça va être l'objet du fonds Friche de vous aider à y arriver. Et puis, ça a été dit par Sandra Marceau, ça a été dit par Roland également, s'il le faut, c'est le moment, on portera l'évolution législative et réglementaire qui s'impose, et si c'est la création d'outils ou la tutelle ou le développement d'outils comme les établissements publics fonciers, par exemple, qui s'avèrent absolument indispensables, c'est là-dessus qu'on mettra l'accent. Je voulais dire en conclusion que ça a été dit, mais de nombreuses collectivités locales ont déjà devancé l'appel de la sobriété foncière. Et c'est important, au moment où ce débat s'ouvre sur la manière dont on pourra ou non diviser par deux la consommation d'espaces naturels dans les documents d'urbanisme, de mettre en avant les collectivités qui ont déjà joué ce jeu, qui sont déjà engagées dans cette direction, parce que sinon ce serait un peu la double peine. Voilà. Il faut arriver à donner à voir aussi du positif dans ces sujets de zéro artificialisation, sont parfois un peu perçus comme des injonctions autoritaires, alors qu'en réalité, ça peut être le levier réellement de la créativité urbaine et architecturale. Et donc, ce cercle des pionniers, vous en ferez aussi ce que vous souhaitez en faire, hein, ça sera l'objet de nos débats cet après-midi, mais en tout cas, il nous sera très utile pour donner des illustrations concrètes au débat parlementaire, en lien avec l'administration centrale qui est présente, avec évidemment les ministres, pour que ces démonstrateurs soient vraiment des outils mobilisés au service de la réglementation et de l'ambition nationale.